Bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission Vice Versa 2. Sauf que cette fois-ci, on oublie le cerveau des ados pour se concentrer sur celui des adultes. Et pour ce faire, Wivo, passionné par ce sujet, s'appuiera sur l'excellent livre Système 1, Système 2, Deux vitesses de la pensée. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on est là pour la deuxième partie. Donc je n'ai même pas besoin de dire si tu vas bien Davin, parce que on est sur la deuxième partie. C'est vraiment la suite. Là, pour une fois, on ne triche pas en plus. On ne triche pas, c'est vraiment dans la même soirée à la suite. On a juste été faire pipi, caca, manger, fumer, boire. J'ai été dormir 8 heures quand même, c'est une petite entracte. Et moi, ça fait un mois que j'entends. Ça n'a plus aucun sens. Non, c'est vrai que on a déjà essayé de le faire et on n'a jamais réussi, donc je pense qu'il va y avoir un truc là. Parce que oui, il faut qu'on vous explique, c'est qu'il y a nombre de fois, on s'est dit, ça serait pas mal, là on a du temps d'enregistrer 2 émissions à la suite. Et à chaque fois, on finissait la première émission, on se dit, oh non, c'est mort, on est fatigué. Et là, ce soir, bizarrement, mais on est bien, quoi. Donc, ça va. On est dans un bon mood, on s'est confié dans la première partie de cette émission. Donc là, après ces confessions d'adolescents, on va partir sur le pourquoi et comment fonctionne notre cerveau. Donc dans la première émission, j'ai évoqué du coup le cerveau des émotions et le cerveau analytique, un petit peu logique. Là où le cerveau des émotions, donc comme on le disait précédemment, est mature à 12 ans, et le cerveau analytique est mature vers 25 ans, environ, hein, c'est une moyenne. Et du coup, il y a un super livre, et je pense que c'est grâce à ce livre que je fais en partie cette émission. C'est le livre de Daniel Kahneman, Système 1 et Système 2. Et justement, en fait, le Système 1 représente un petit peu ce cerveau des émotions, et le Système 2, ce cerveau analytique. Ouais. Et ils ont fait un super bouquin, justement, pour évoquer, à travers plusieurs études, en fait, comment se comportent le Système 1 et le Système 2. Donc, si vous l'avez compris, le cerveau des émotions et le cerveau analytique. Donc, oui, le Système 1... Ouais. Oui, ce bouquin, tu m'en as parlé tellement de fois. Et je t'avoue que heureusement que tu es là pour me faire des débriefs et m'expliquer ce qui se passe dedans. Parce que c'est typiquement le genre de bouquin... Ah, ça me donne pas envie de le lire, tu vois. En plus, il est énorme. Oui, c'est ça en plus. Hein, c'est un bouquin 500 énorme, pages. Ouais. Mais ils sont pionniers, hein, les deux. Il y a Daniel Kahneman et mince, je ne sais plus le nom de son acolyte. Ça la fout mal. De toute façon, je mettrai le lien du livre en description. Non, franchement, c'est un super bouquin. C'est un super bouquin. Et du coup, j'explique que le système 1, donc en gros, c'est le système intuitif, rapide, automatique et émotionnel. C'est lui qui fonctionne de manière inconsciente et qui est toujours actif. Pour donner un exemple, si vous marchez dans une forêt et que soudainement il y a un serpent qui apparaît devant vous, il y aura une réaction immédiate qui va se produire. Et logiquement, soit vous allez crier, sauter en arrière, mais du moins il y aura une réaction. Et cette réaction, elle est inconsciente et rapide. Elle est véhiculée justement par ce système 1. D'accord. Après, système 1 et système 2, c'est de la vulgarisation. Il n'y a pas de... C'est une manière pour mieux comprendre le système. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça reste le même cerveau. C'est juste pour comprendre un petit peu ces deux modes de fonctionnement. Le système 2, lui, c'est celui donc qui est, encore une fois, donc, qui est mature à 25 ans, et c'est lui qui est réfléchi, par contre qui est plus lent, qui prend les décisions et qui est logiquement rationnel. Et c'est lui, par contre, qui demande des efforts conscients et qui nous demande du coup de prendre du recul pour réfléchir avec attention. Et c'est ça qui est un peu pernicieux. Parce que là, devant le serpent, t'as pas le temps en fait de réfléchir, de prendre le temps de prendre des décisions. Donc c'est là qu'on voit l'importance du système 1 et des émotions. Mais par contre, le système 2, par exemple, pour résoudre une équation mathématique ultra complexe, c'est lui qui va rentrer en jeu et c'est lui qu'on va demander.
D'ailleurs, c'est pour ça que pour les serpents, et même, on a souvent une phobie qui est assez récurrente, c'est les arachnides. Le cerveau a une prédisposition limite et génétique pour tout, c'est pas des insectes, mais pour toutes les bestioles à 8 pattes. D'accord. Parce que c'est potentiellement dangereux, potentiellement venimeux, potentiellement, et c'est pour ça que souvent, il y a une peur des araignées qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve généralement, parce que c'est comme ça, le cerveau a été, comme les serpents, le cerveau a été adapté pendant des générations et des générations à réagir face à une arachnide, un arachnide, un serpent ou autre, voilà. Justement pour que le système 1 se mette en jeu et réagir. Donc en gros, le système 1, il est crucial pour les réactions rapides et la survie. Donc on y voit l'importance. Tandis que par contre, le système 2, lui, il est essentiel pour les décisions complexes. Mais, du coup, c'est le système 1, et on en parle souvent, qui est le responsable de tous nos fameux biais cognitifs. Voilà. Et les biais cognitifs, pour faire clair, c'est des erreurs dans notre manière de penser qui peuvent affecter notre jugement et nos décisions. Ouais, mais alors ça, moi je te le dis là maintenant, pour teaser un peu les gens, les biais cognitifs, je pense que c'est sûrement la chose la plus importante que tout le monde devrait connaître, parce que ça en dit tellement sur nous, et ça c'est vraiment des trucs qui peuvent changer votre façon de voir les choses, et donc ça peut vraiment impacter vos vies, je pense. Oui, voilà. Et à travers un petit peu cette idée du système 1 et système 2, on se rend compte que les biais cognitifs, ils ne sont pas là par hasard. Il y a une raison, mais comme tu dis, c'est qu'ils ont un impact majeur sur notre façon de penser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en science, il y a des études en double aveugle, il y a des études qui sont répétées dans d'autres environnements, parce que les scientifiques aussi, comme tout être humain, sont sujets aux biais, et du coup, à travers ces biais cognitifs, ils peuvent se tromper et faire des erreurs. Ces biais nous aident aussi à nous donner de l'humilité. D'avoir conscience de ça, de ces biais. Ouais, tout à fait. Et justement, pour avoir une étude sérieuse, il faut en avoir conscience de ces biais et du coup de mettre des trucs en place pour contrer ces biais à l'avance, quoi. Oui. Et j'ai noté en fait quelques biais. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plus. Il y en a plus de 200. Importants, oui, voilà, c'est ça. Après, allez vous renseigner si vous vraiment la liste, mais donne les plus importants qui sont assez impactants. Ouais. On en parle assez souvent. Il y a le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, c'est quand on a tendance à chercher ou interpréter ou même se rappeler d'informations qui vont confirmer nos propres croyances, nos croyances préexistantes. Exemple, une personne qui croit que les requins sont dangereux. C'est un truc qu'on voit souvent, alors que les requins ne sont pas si dangereux que ça. Et on parlait dans la première partie de cette émission du fait que souvent le cinéma va avoir une influence sur ce qu'on pense un petit peu de... Et je pense que Les Dents de la Mer ont eu une influence réelle, vu que c'est un film culte, sur notre rapport aux requins. Alors qu'en fait, les requins, ça peut être dangereux. Mais il y a plus de morts liés aux moustiques qu'aux requins, par exemple. Oui, en termes de chiffres, oui, c'est ça. Enfin, il y a beaucoup plus de moustiques que de requins aussi. Mais c'est marrant d'avoir un pourcentage. Après, le requin est beaucoup plus impressionnant, ça, c'est clair. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais généralement, il n'est pas dangereux. Mais quand on pense qu'il est dangereux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller lire des articles. Et voir des études qui confirment cette croyance. Du coup, on va se conforter dans cette idée-là, avec des études qu'on a trouvées, que le requin est dangereux. Voilà. Alors que c'est penser comme un avocat. J'aime bien cette phrase de dire qu'il ne faut pas penser comme un avocat quand on veut rechercher vraiment réellement une croyance ou une connaissance. C'est ça. Et puis bien sûr, là tu parles des requins. Au final, on s'en fout un peu des requins. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Parce que dans la vie de tous les jours, il y en a, c'est pas des requins qu'ils considèrent comme dangereux. Et ils font la même erreur, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une croyance, c'est d'aller chercher, en fait, du coup, penser comme un scientifique et d'aller chercher l'inverse. Tu penses que les requins sont dangereux, va chercher en quoi ils ne sont pas dangereux. Et là, du coup, ça ouvre ton esprit sur la nuance qu'il y a. Ça ne veut pas dire que les requins sont inoffensifs, mais ça veut dire que peut-être leur danger est un peu trop exagéré. Et ça, on le voit sur plein de sujets. Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qu'on peut retrouver de 1979
sur ça, sur le biais de confirmation, qui est de Lord, Ross et Leper. Donc après, voilà. Donc il y a certaines études sur les biais qu'on peut retrouver facilement, où ils ont montré que les gens, en fait, ils renforcent leurs croyances après avoir lu des informations contradictoires. Donc voilà. Et c'est le problème aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que ça nous enferme dans nos propres croyances. Ça, c'est un peu l'effet de bulle, un petit peu. C'est ça. Quand tu es que sur les réseaux sociaux, finalement, en fait, l'algorithme te balance que des articles qui vont te faire du bien, qui vont aller dans ton sens. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup se radicalisent. Parce que ça arrive à un moment où, en fait, tu ne vois plus de nuances, tu vois plus ce que pensent les autres ou d'autres exemples. Tout va dans ton sens. Et du coup, tu as du mal même à comprendre comment d'autres peuvent penser différemment que toi. Parce que toi, ça te paraît tellement ta réalité. Évident. Oui, c'est ça. Que tu peux plus. Tu es abreuvé d'images comme ça. Tu te radicalises et c'est ce que ça donne en ce moment. On le voit un peu partout dans le monde. Moi, je me pose la question jusqu'où ça va aller, comment ça va terminer, tout ça. Mais pour le coup, moi, ça, c'est un biais qui est tellement important à connaître pour prendre du recul soi-même. Mais on est tous impactés par ça. À chaque fois, on parle des autres. Mais on est tous impactés par ça et il faut savoir s'en rendre compte, quoi. Et parce que moi, c'est vraiment un des gros problèmes de notre société aujourd'hui. Ce biais-là en particulier est terrible. Il fait tellement de mal. Sachant que là, en prenant l'exemple des réseaux sociaux, on parle de vidéos du coup qui sont réelles. Et déjà qu'on a un impact à travers des images qui sont fictives, on sait très bien que ce qu'on regarde c'est fictif. Et que c'est, je sais pas, un film ou quoi. Bref, que c'est fictif, que ça a été réalisé pour le côté émotionnel et tout, mais pourtant ça a quand même un impact. Alors que quand on regarde des vidéos que les réseaux sociaux nous véhiculent par rapport à ce qu'on recherche, même si c'est faux, du coup, on le voit sur le prisme de la réalité. Et puis là, nous en plus là, on croit que c'est vrai. Enfin, l'impact est encore plus fort. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est difficile après de s'en défaire. Oui. Donc ça, c'est un des biais, je pense, un des plus connus. Mais un des plus dangereux, entre guillemets. Parce que tu peux aller plus loin dans ça. Un des plus connus, mais finalement, il faut que tout le monde en entende vraiment parler, parce que c'est tellement important. Oui, parce que ça peut, comment dire, dévier sur du racisme, ça peut dévier sur la xénophobie, de l'islamophobie. Du complotisme, surtout. Ça dévie sur ça, en fait. Peut-être un qui est un petit peu moins connu, c'est le biais de disponibilité. Mais souvent, en fait, le problème des biais, c'est que ils sont pas les uns indépendamment des autres. On peut avoir plusieurs biais cognitifs qui vont s'activer en même temps. Et du coup, l'information qu'on reçoit, elle nous semble encore plus juste, alors qu'on est complètement biaisé. Et là, donc, le biais de disponibilité, c'est juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle les exemples viennent à l'esprit. Tu te rends compte, ça veut dire que si on reprend les réseaux sociaux, toutes les fois où on a vu des images d'un tel truc, le biais de disponibilité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se souvenir de cet événement en particulier, parce qu'il nous vient facilement à l'esprit, parce qu'on l'a vu beaucoup de fois. Et du coup, on pense que c'est récurrent, et que c'est souvent, je sais pas, je pourrais aller... l'exemple, après avoir vu des reportages sur des accidents d'avion, on peut surestimer la fréquence de ces accidents. En fait, tellement on est abreuvé de ça, on surestime la fréquence des accidents. Bien sûr. Donc là, j'ai pris l'exemple des avions, mais encore une fois, c'est pour plein d'autres sujets. Bien sûr. Le biais de représentativité, lui aussi, il est intéressant, parce que du coup, il ne prend pas en compte les statistiques. Par exemple, si... souvent, j'aime bien cet exemple-là, d'ailleurs, j'avais fait un dessin là-dessus, sur Oui, vos cerveaux. Voilà, une très belle page Instagram. Où il y a quelqu'un qui fume et du coup quand on est entouré de personnes qui fument mais qui n'ont pas de problème de santé, on va se baser sur ce que l'on voit, ce que l'on connaît, donc le fait que la cigarette ne crée pas trop de dégâts parce que les gens qui nous entourent ils vont bien, ils n'ont pas de problème. Voilà. Alors que quand on regarde les statistiques, évidemment la cigarette c'est ultra dangereux, mais sur notre prisme de vue où il y a plusieurs personnes qui fument et qui n'ont pas de problème, vu que le cerveau a du mal avec les statistiques, on a du mal à considérer la probabilité que c'est dangereux, et ça biaise, on sous-estime du coup le danger, par exemple de la cigarette, à cause de ce biais-là. Et c'est encore... Les trois biais que j'ai cités presque, le biais de confirmation, le biais de disponibilité et le biais de représentativité,
ils peuvent se relier presque ensemble. Bien sûr. Et du coup, ça montre à quel point, en fait, notre point de vue, notre façon de nous informer, ça peut fausser, en fait, notre perception de la réalité. Ah bah, Je trouve que c'est quand même assez dingue. Mm. Après, il y a aussi des biais qu'on a déjà évoqués dans nos émissions, donc je vais faire un petit rappel vite fait. Hein. Mais il y a le biais de statu quo, par exemple. C'est de préférer les choses telles qu'elles le sont maintenant. Et du coup, il y a ce côté-là de résister au changement. On préfère les choses qui sont déjà là, présentes, plutôt que les nouvelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, voilà, on est habitué à quelque chose, on sait que c'est pas bien. Mais pour qu'on change, il faut un truc qui soit bien à 100%. Si c'est un truc qui est juste bien à 15%, non, bon, ça sert à rien de changer finalement. Voilà, c'est ça. Après, tu as le biais, on en avait parlé aussi, le biais rétrospectif. C'est voir les événements passés comme plus prévisibles qu'ils ne l'étaient réellement. D'accord, oui. En fait, putain. ça, c'est un truc qu'on a tendance à juger les autres parce que c'est passé, en fait. Donc, c'est plus facile, en fait. Mais ça, on en parlait dans l'émission sur Maddie McCann, où quand je voyais le nombre de gens qui étaient en train de juger les parents parce qu'ils allaient trop... Enfin, ils avaient laissé les gamins dans une chambre. Tu fais, c'est facile de dire tout ça après, mais le nombre de gens qui... Moi, j'y pensais, tu sais, l'autre fois, quand on était chez toi. Et j'y pensais... tout bêtement, tu laisses dormir ta petite dans sa chambre et nous, on était dehors, barbecue, voilà, comme tout le monde fait. Voilà. Imagine, il y aurait un tueur qui serait rentré par une fenêtre ou je sais pas quoi, qui aurait kidnappé ta fille. Et on aurait été dans la même sauce. Quoi, vous étiez dehors en train de manger un barbecue alors que la petite a dormi dans sa chambre. C'est n'importe quoi. Tout le monde fait ça, tu vois. Tu peux pas te douter qu'il va y avoir un drame. C'est ça. Donc c'est clair. Mais c'est tellement facile de juger après. Mais ça, on le voit même, tu sais, de manière plus triste quand il y a les attentats, trucs comme ça. Et que tu as toujours des gens qui sont là, mais pourquoi il n'y avait pas telle sécurité à tel endroit? Pourquoi il n'y avait pas des patrouilles énormes de flics à tel endroit? Tu fais, oui, mais on peut pas mettre des flics partout, dans toute la France, tu vois. Il y aura toujours un endroit où il y aura une brèche, de toute façon. C'est tellement facile de juger a posteriori. Les fameux experts des réseaux sociaux qui savent tout mieux que tout le monde, mais bizarrement, ils sont derrière leur PC en calbar, ils sont pas à la défense, ils sont pas... Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un effet aussi, l'effet Dunning-Kruger. Ouais. L'effet Dunning-Kruger, c'est quand on commence à s'intéresser à un sujet, on effleure le sujet, et en effleurant le sujet, on pense en fait savoir de quoi on parle, alors que pas du tout. Du coup, on a l'impression d'être expert dans ce domaine, alors qu'on a effleuré le sujet. Et quand on se rend compte que le sujet est beaucoup plus complexe, et ça vaut pour beaucoup de choses. Ah oui. Et là, on commence à se dire, ah ouais, en fait, c'est plus complexe. Le fameux dicton, plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien, ou un truc comme ça. Ah, exactement. Parce que du coup, après, tu sais que c'est complexe, donc du coup, tu retiens de donner ton avis, parce que tu sais que c'est plus complexe. C'est ça. Et du coup, tu peux passer pour la personne qui ne sait pas. C'est ça. Oui, parce que tu retiens ton avis. Ça, c'est un petit tips. C'est un petit tips. Les gens qui ont tendance à très rapidement vous donner leur avis sur tel ou tel truc, généralement, c'est les gens qui maîtrisent le moins le sujet, finalement. C'est un petit tips. Oui. C'est un petit tips en... Et en plus, après, à l'inverse, quand tu es trop expert dans ton domaine, la problématique, c'est que du coup, tu vas utiliser des mots que toi te semblent normal, logique. Et sauf que la personne qui est débutante, en fait, va pas capter certains mots, certaines définitions. Et du coup, toi, tu as l'impression de te faire comprendre, alors que la personne en face, non, elle n'a pas toutes les données. Et du coup, elle ne peut pas comprendre. Et un des plus connus, c'est le biais de négativité. C'est que du coup, les événements négatifs ont bien plus d'impact sur les pensées et les comportements que les événements positifs. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on s'efforce, je trouve, pour l'émission, de parler de choses positives, parce que c'est contre-intuitif, j'ai envie de dire, ça va à l'inverse de ce que le cerveau pourrait nous donner envie de faire. C'est ça. Et malheureusement, on voit que c'est les émissions faits divers, où c'est finalement nos émissions les plus négatives qui font le plus de vues. Mais voilà, ça démontre totalement de toute façon ce truc, et c'est pour ça, dites-vous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos sociétés, il y a pas mal de problèmes. C'est en partie parce que ça fait de l'audience. Et de parler des problèmes, ça fait de l'audience. Les gens veulent du sang, veulent du drama. Et c'est un cercle vicieux. Hein. C'est un cercle vicieux. Ah oui, totalement.
je pense qu'il y a un plaisir de s'en plaindre, parce que oui, on est attiré par ça. Donc, notre cerveau, il est un peu resté un peu à l'âge de pierre. Mais c'est parce qu'à l'époque, effectivement, les tribus qui étaient, c'est un petit peu de la sélection naturelle, qui étaient plus impactées par ce qui était négatif, du coup prenaient moins de risques, faisaient plus attention, et du coup ont survécu plus longtemps. Donc le cerveau a gardé cet attrait de survie qu'on a maintenant. En fait, c'est pour ça qu'on a... Et tous les biais, en fait, ont cette facilité, pour revenir à l'idée du système 1, ont un intérêt, en fait, de survie à chaque fois. Mais c'est même assez intéressant, je trouve, en termes de civilisation. C'est qu'aujourd'hui, on a une ère quand même si, malheureusement, en ce moment, on a l'impression qu'on est un peu dans la bascule inverse, où la violence reprend le dessus. Mais je trouve qu'on était quand même dans une ère un peu de nuances, de... Aujourd'hui, c'est plus la loi du plus fort, tu vois, qui fait loi. Il y a de la discussion, il y a du débat, on essaye d'élever un peu les choses. Et je me demande jusqu'où ça peut aller, du coup, en termes de civilisation, de lutter contre finalement nos cerveaux, créer les sociétés qu'on a créées, créer des démocraties, créer... c'est fait, en fait, c'est des systèmes qui sont mis en place pour essayer de lutter contre les émotions des humains qui peuvent basculer très vite dans tel ou tel régime par émotion. Mais du coup, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme ? Et moi, je suis curieux de voir la suite des événements parce que on se demande, quoi. Ouais, et puis en plus, on aura toujours un petit peu cette problématique, je pense. On voit que la manière de prendre du recul sur ce qui nous arrive, il faut déjà de l'expérience, et aussi il faut que le cerveau soit mature. Donc à chaque fois, en fait, on a un petit peu ce bis repetita, où à chaque fois, on comprend pas de suite, en fait, l'importance de prendre du recul, parce qu'on n'a pas les capacités, j'ai envie de dire, à prendre du recul. Donc ça prend toujours... Souvent, en fait, je trouve qu'il y a des débats ou des situations qui reviennent sans cesse, qui ont déjà été présentes au sujet de certains trucs. Et j'ai l'impression que c'est une boucle sans fin. mais c'est peut-être une boucle sans fin parce que nous, on est à notre propre échelle. Mais à l'échelle de l'humanité, est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on redescend ? Je ne sais pas, tu vois. Après, de toute façon, c'est pas une ligne droite, tu vois. Même si tu vas vers le positif, et la montée vers le positif, c'est une succession de montées et de descentes, tu vois. Donc nous, à notre échelle, on a l'impression qu'on descend. Mais est-ce que finalement, dans 1000 ans, nos descendants se diront qu'on était sur la pente ascendante depuis le début, quoi. C'est une grosse réflexion. Parce que par exemple, tu vois, il y a 2000 ans, tu as l'impression que c'était un peu la loi du plus fort, où... il y avait des guerres dans tous les sens, et puis c'était à qui se battait le mieux. Et j'ai l'impression qu'on est, depuis très récemment, on laisse la place à des gens, on va dire, plus faibles physiquement, plus faibles, trucs comme ça, qui ont toute leur place, qui vivent aussi longtemps que les autres, et du coup qui vont laisser une empreinte aussi dans l'évolution. Ils vont aussi laisser leur empreinte là où il y a des milliers d'années, peut-être c'était pas le cas. Parce qu'ils crevaient très jeunes, du coup c'était les plus faibles, ils se faisaient même tuer par leur propre famille, ils étaient trop faibles. Donc tu vois, il y avait des délires comme ça. Et donc je suis curieux de voir l'évolution. Moi je serais tellement curieux de voir dans le futur, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, où on sera l'humanité, quoi. C'est fou, je trouve, de se poser ces questions, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Surtout qu'en plus maintenant, t'as l'impression qu'avec la progression, l'évolution de la société, en plus on va un peu hacker certaines choses. Avec le transhumanisme, on en parlait dans Black Mirror, peut-être qu'il y a certaines capacités en fait que notre cerveau ne peut pas faire, qu'on saura faire par la suite, à l'aide de la technologie. Donc tu te dis, mais où ça va aller ? Après, comme Black Mirror, hein, c'est autant inquiétant que fascinant. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent on vit vraiment à une époque de merde. Moi, je trouve ça relativement fascinant, l'époque à laquelle on est. Hein. On voit qu'il y a des réflexes très primaires de peur de l'autre, de repli sur soi, etc., qui sont là, très présents. Mais en même temps, on a, comme tu dis, l'arrivée du transhumanisme, de l'intelligence artificielle qui vont bouleverser la façon dont on voit le monde. Moi, j'ai quand même une part de moi, je sais pas vers où on va, mais je suis curieux. Moi, j'ai une soif de découvrir de où on va, quoi. Je suis spectateur, moi, j'ai le popcorn et puis on va voir où on va. Mais moi, je trouve qu'on vit une époque assez intéressante quand même, globalement. Je suis content d'être né à cette époque. Moi, je le dis souvent.
Même je trouve ça assez ouf en fait qu'on soit né à cette époque. Tous, nous, là, tout le monde qui écoute, hein, je trouve ça fou. On est au début d'Internet, on est un vrai point de bascule de l'humanité, je pense. Alors, est-ce que toutes les générations se disent ça parce qu'ils ont tous leur événement, j'en sais rien. Mais nous, particulièrement, c'est la naissance d'Internet. Dans l'histoire de l'humanité, on a la naissance d'Internet, nous. C'est un délire, je trouve. Et donc, bref, voilà. Je sais pas pourquoi je vais vers là, mais j'y vais, mais voilà. Si, c'est intéressant, c'est intéressant. Sans Internet, tu ne ferais pas une émission comme ça, quoi. Et voilà, exactement. C'est pour ça. T'imagines, même tes grands-parents, c'est un truc tout con. Nous, c'est devenu banal aujourd'hui, mais tu t'en parles à nos grands-parents quand ils avaient notre âge à nous. C'était de la science-fiction, c'était même pas imaginable. En fait, c'est fou, je trouve. En parlant de notre époque, et même là, en fait, le fait d'avoir accès à Internet, le fait d'avoir accès à ces données, j'ai l'impression que ça a fait qui je suis maintenant. Mais oui. Ça a façonné un petit peu. Et sans ça, je me demande en fait tu serais qui serait passé. C'est clair. Ben, tueur en série, je pense. Vraiment, c'est ça. Non, mais du coup, ouais, tu te demandes, parce que ça a tellement été important, moi, une phase de ma vie, et là, tu as tellement de données. Et là, on parle même pas de transhumanisme, on parle juste de connaissances qui sont axées à nous. Enfin, je sais pas. Ah ça joue sur notre personnalité. Donc justement, quand on parle des biais cognitifs, on parle du coup de l'intuition. On parle du coup de ce truc-là de rapidité, d'efficacité dans les situations urgentes. Comme pour l'exemple du serpent. Après, voilà. Les limites de l'intuition, c'est que des fois, c'est sujet au biais cognitif. Et donc, il ne faut pas tout le temps suivre notre intuition. Et généralement, je dirais faudrait éviter de la suivre. Même s'il y a des études un petit peu sur le sujet, sur l'intuition qui sont assez intéressantes. Daniel Kahneman, dans son livre Système 1, Système 2, là, on parle un petit peu, mais il y a un livre où ça évoque du coup l'intuition de l'expert. Le fait que quelqu'un qui a pendant des années, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas de la sagesse, mais c'est vraiment de l'expérience tout au long de sa vie. Et l'exemple qui est criant, c'est ce fameux chef sapeur-pompier qui est rentré dans une baraque avec toute son équipe et il a senti que quelque chose n'allait pas. C'était intuitif, c'était immédiat. Il a crié à tout le monde de sortir, à toute son équipe. Tout le monde est sorti, dont lui. Et là, la maison s'est écroulée. Ça veut dire que intuitivement, il avait compris, sans même analyser. Là, c'était son système limbique, c'était son système émotionnel. Dans le système limbique, tu as l'amygdale, dans le cerveau, tu as l'amygdale qui est un petit peu la pierre angulaire, justement, quand on parlait de crise de panique dans Vice Versa, enfin dans la première partie de Vice Versa 2, c'est l'amygdale qui se... Je suis en train de te créer un point d'ancrage pour que tu ailles pisser. C'est clair. Justement, l'amygdale est liée au point d'ancrage. C'est-à-dire que si jeune, on se fait mordre par un chien, par exemple, et notre amygdale plus vieux va s'activer à la présence d'un chien. C'est comme une alarme. Oula. Voilà. Et donc l'amygdale, c'est ce qui se situe dans le système. Enfin, c'est lié aux émotions, c'est lié à la réaction. Et d'ailleurs, la méditation permet d'atténuer, j'ai envie de dire, l'impact de l'amygdale. C'est que l'amygdale, des fois, il va être un peu trop fort. Il va un peu activer trop vite notre système sympathique. Dans notre corps, il y a le système sympathique et parasympathique. Le parasympathique, c'est quand on est au calme. Et le système sympathique, c'est quand on a de la tachycardie, ce qu'on expliquait quand on a une crise de panique. Tachycardie, sueur, etc. Transpiration, rougeur, ou des fois blancheur. Tout un tas de symptômes physiques, en fait. Et du coup, le fait de se relaxer permet de switcher, en fait, de système. De passer du sympathique, où on est stressé, au parasympathique, où là, on est calme. Et quand notre amygdale est ultra actif, ça peut être utile. Et là, pour le coup, pour revenir sur cette idée de système limbique, là, son système limbique à ce chef sapeur-pompier a réagi. Ils sont sortis. Et là, pour le coup, c'était pas une peur irraisonnée, parce que la maison s'est écroulée. Et donc, il avait raison de suivre son intuition. C'est là que c'est intéressant, cette nuance. Mais là, s'il a eu raison de suivre son intuition, c'est parce qu'il a l'expérience. Parce que son cerveau, au fur et à mesure des années, a pris conscience, en fait, de son domaine d'expertise. Et en fait, son cerveau a vu la poutre, on va dire, céder, mais de façon inconsciente. Lui, il n'a même pas eu le temps d'en avoir conscience que son cerveau l'avait capté.
parce qu'il a tout le temps travaillé là-dedans. Donc Bien c'est sûr, assez oui, intéressant. c'est ça. Hein. Donc, le système 1 va évoluer au fil du temps. Mais c'est le système 2 qu'on n'avait pas en fait à l'époque. À l'époque, quand on était à l'âge de pierre, il n'y avait que le système limbique presque, il n'y avait que le système des émotions qui interagissait. Le cortex préfrontal, il y en avait un, mais il n'était pas énorme. Il s'est développé de manière significative maintenant. En fait, c'est maintenant qu'on a un cortex préfrontal qui est énorme et qu'on a du coup cette faculté à analyser les choses. On va super loin, quoi. Comme des mecs comme, je vais citer Einstein par exemple, ou d'autres personnes, d'autres génies. Donc ça, c'est assez fou aussi. Tu parlais du futur. C'est assez fou que notre cerveau, cette partie-là, ait évolué à tel point qu'on ait conscience de nous-mêmes, qu'on puisse parler, qu'on puisse faire une émission. Ouais. Je trouve c'est quand même fou. C'est clair. Et c'est les Homo sapiens, du coup, qui eux, avaient un lobe frontal particulièrement bien développé par rapport à d'autres espèces humaines. Il y avait l'Homo erectus, il y avait d'autres espèces humaines, on peut dire comme ça. Maintenant, il n'y a que l'Homo sapiens. Et c'est l'Homo sapiens qui a survécu en partie grâce à ça. Et voilà. Mais sauf que c'est maintenant ce qui nous fait défaut, il faut le dire. On est arrivé au point culminant, maintenant ça devient... Non, après ça devient pas problématique, mais bon, il faut y prêter attention. Et dans la première partie, on parlait justement de l'impact de la nourriture. Et c'est pas pour rien, parce que on parle souvent du deuxième cerveau. Et le deuxième cerveau, c'est quoi? C'est qu'on a un système nerveux entérique, donc on a énormément de neurones au niveau de l'intestin. Donc c'est l'équivalent, ça se rapproche presque de l'équivalent d'un cerveau d'un chien, en termes de nombre de neurones. Je trouve ça fou, cette comparaison, quand tu te dis que... Ouais, c'est clair. T'as potentiellement le même nombre de neurones. Cerveaux, en fait. Ouais, c'est ça. Et ces neurones, ils sont énormément influencés par les bactéries. Donc on a parlé des hormones dans la première partie, qui joue beaucoup sur l'adolescence, et encore maintenant, évidemment, quand on est adulte. On parle du coup du cerveau, avec les neurotransmetteurs, avec les émotions qui jouent beaucoup, mais aussi les bactéries qui se situent dans le deuxième cerveau, entre guillemets, donc dans le cerveau des intestins. Ben, les bactéries qu'on a, elles vont jouer en fait sur notre humeur. Elles vont communiquer avec les neurones, et elles vont envoyer des données à notre cerveau, et ça va influer notre comportement. Je trouve ça complètement fou. C'est comme si en fait on n'était pas qu'une seule personne, qu'un seul individu, on était un groupe d'individus dans un seul corps. Ouais, c'est vrai que c'est Je trouve ça dingue. Et en fonction de ce que ils avaient fait un test, alors ils l'ont pas fait à l'échelle humaine, mais ils avaient fait un test avec des rats. Je crois qu'ils avaient pris des rats qui avaient tendance à être agressifs et des rats qui avaient tendance à être calmes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les bactéries intestinales des rats calmes, ils ont pris les bactéries intestinales des rats agressifs, ils ont fait une inversion. Donc bactéries des rats calmes dans les rats agressifs et du coup l'inverse. Et du coup les rats qui génétiquement se valent calmes sont devenus agressifs et inversement pour les rats calmes. Juste via ces bactéries. Après là c'était sur des rats, est-ce que c'est aussi évident et percutant sur les humains? Peut-être pas. Mais du moins on sait que la flore intestinale elle est importante et que du coup manger sainement va jouer sur notre flore intestinale et du coup va jouer sur notre humeur forcément. Donc ça rejoignait un petit peu ce qu'on disait. Des fois on peut avoir le fast food augmente les problèmes de dépression tout bêtement. C'est un facteur de risque. Donc voilà. C'est ça. Les fameux petits plaisirs instantanés, généralement, influent négativement sur le bonheur au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que le cerveau, parce qu'encore une fois, il est habitué à être à l'âge de pierre, dès qu'il va trouver du sucre, il va en demander toujours davantage. On a cette addiction au sucre, parce qu'à l'époque, c'était rare le sucre. Ouais. Maintenant c'est pas rare. On achète où on veut, pas cher. Et du coup, le cerveau, évidemment, il a gardé ce truc de survie intuitif d'en réclamer. Du coup, des fois, on y cède. Mais là, on cède à un plaisir qui est à court terme, en fait, à un plaisir immédiat. Et pas du tout à un bonheur à long terme.
Parce que du coup, ce système 1 va pas comprendre, il va emmagasiner, et du coup, en fait, c'est tout le corps qui va en prendre un coup. Après, c'est les bactéries intestinales qui vont dire « Oh oui, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, il faudrait se calmer. » Je trouve que l'amour, c'est un exemple qui est assez parlant. Encore une fois, hein, à l'âge de pierre, il y avait un intérêt pour la procréation, parce que notre cerveau, il est fait pour faire pas beaucoup d'efforts, se nourrir et procréer. En gros, un peu notre cerveau, on est clairement des mammifères instinctifs quand même. Et du coup, l'amour, ça active pas mal de circuits neuronaux. Donc on en avait déjà parlé dans le podcast La La Land. Et on parle maintenant d'amour romantique vs amour raisonné. On parle d'amour romantique justement qui est dicté que par le système 1, que par le cerveau émotionnel. Et où c'est ultra intense. Et du coup, c'est presque déraisonné parce qu'on va prendre des décisions qu'on peut regretter après plus tard. Parce un peu comme le sucre. L'amour, c'est une drogue. Et on va faire des choses, c'est passionné, c'est machin. Et on va partir à l'autre bout du monde. On oublie. Enfin voilà, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que on peut s'oublier pour l'autre à cause de cet amour passionnel. Oui, c'est clair. Et il parle du coup pour le comparer, il parle de l'amour raisonné. Là, par contre, on va réfléchir en s'engageant. Et du coup, on va prendre des décisions en activant davantage le système 2. C'est pour ça que je trouve que tomber amoureux, je trouve, entre 12 et 25 ans, là où le lobe frontal est pas totalement mature, t'as plus que de risques en fait, d'avoir un amour passionnel et qui va te faire pas n'importe quoi, mais qui va te faire peut-être des choses que tu vas regretter par la suite. Oui. Je trouve que c'est assez intéressant là-dessus, les neurosciences là-dedans, c'est qu'on parle souvent des émotions négatives, mais toute forme d'émotion demande à prendre du recul, qu'elle soit positive ou négative. Et je trouve que c'est un exemple qui est un peu parlant à travers ça. D'ailleurs, même le fait que l'amour dure 3 ans, c'est effectivement c'est neuroscientifique. C'est-à-dire que pendant 3 ans, quel que soit l'âge, là pour le coup, il y a une partie du lobe frontal, donc cette partie système 2 analytique qui analyse les choses, qui va être en partie censurée d'une certaine manière, qu'une seule partie. C'est fou. Ouais. Ça veut dire que ça nous coupe une partie de nos décisions. Pour laisser place au système émotionnel, aux hormones, à la dopamine, au désir. Et après, évidemment, tu as les hormones qui jouent, tu as la dopamine, tu as de choses. Tu as l'ocytocine, l'hormone des câlins. Donc il y a tout un tas de phases. Je trouve que l'amour pourrait être un sujet intéressant pour un vice-versa 4, justement. Moi, à mon avis, ils vont y arriver. Je vois bien Riley avec son grand amour. Ce serait trop intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, sur le Blu-ray de vice-versa, le premier, t'avais justement, c'était marrant, mais t'avais un petit bonus où t'avais le père de Riley qui rencontrait le potentiel petit copain de Riley. Un autre effet qu'on aurait pu évoquer d'ailleurs au tout début, c'est l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui conduit à une idée en fait positive d'une personne si on la trouve belle ou beau. Voilà. Donc généralement, quand on est amoureux, on trouve que notre partenaire, généralement, il est plutôt joli. Et du coup, ça va augmenter ses qualités. Alors que c'est simplement un critère physique, c'est quand même fou. Et cet effet-là, il est pernicieux parce que dans la justice, quelqu'un qui semble beau, pour la majeure partie des jurés, on va lui attribuer plus de qualités que si on le trouvait... moche entre guillemets. Oui. Si la personne est balafrée par exemple, ça va lui donner, alors que le gars ça peut être le mec le plus bienveillant au possible, mais on va y voir plus d'aspects négatifs. Oui. C'est quand même dingue. L'aspect physique d'une personne peut influencer sur... Ça rejoint notre débat sur comment s'habiller. Oui, la tenue vestimentaire. C'est un impact qui n'est pas à nier en fait. C'est comme ça. Donc il faut jouer avec ça, quoi. Ah oui, clairement. C'est pour ça que maintenant, dans la justice, ils font gaffe. Ils le savent aussi que quand on juge quelqu'un, on est sujet au biais. Donc là, il y a l'effet de halo. Tout bêtement, quand on s'approche de l'heure de manger, de midi, les jurés ont tendance à plus vite bâcler la délibération. Quand il y a un jury qui est appelé,
ils vont plus vite déclarer si la personne est coupable ou non, parce que c'est l'heure de manger. Oui, bah oui. Il y a des heures en fait à laquelle il faudrait juger d'une personne, parce que c'est important en fait. On juge quelqu'un pour savoir si elle est coupable ou non, par exemple. Et bah là, voilà, tu peux avoir tendance à prendre une décision trop hâtive parce que tu as faim. Et même le soir, quand on est fatigué de notre journée, il y a certains psychologues qui disent qu'il ne faudrait pas prendre de décisions trop importantes parce qu'on est fatigué. Et du coup, la fatigue ou le fait d'avoir envie de manger sont presque des sentiments, pas des émotions, mais des sentiments qui peuvent affecter nos décisions. Donc il y aurait des moments pour prendre des bonnes décisions. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas ça. Oui, parce qu'on le voit, hein, souvent des fois quand on a faim, on commence à être vite énervé. Donc, c'est comme faut pas aller faire les courses quand t'as le ventre vide. Ah ouais, ah oui, ah, ça c'est clair. Ah ouais, ça c'est la plus... ouais, parce que là tu prends n'importe quoi. Tu prends n'importe quoi. Un exemple criant, c'est par exemple au boulot, s'il y a un supérieur hiérarchique qui hausse le ton de manière un peu trop élevée sur vous, ben justement il y a les deux systèmes qui vont se mettre en route. Il y a le système 1, encore une fois émotionnel, qui va réagir très vite parce qu'on se fait critiquer, donc ça nous énerve, donc on a envie de répondre par la colère, parce qu'on n'aime pas être critiqué, et du coup ça peut aboutir sur une réaction impulsive, parce que si on s'énerve, le supérieur peut s'énerver à son tour, et ça va jusqu'à où? On démissionne, on s'en va, et du coup ça peut être une décision impulsive, mais ça arrive souvent, des fois... Surtout que maintenant, d'ailleurs, il existe, on peut démissionner sur un coup de tête, mais revenir sur notre décision. Ah ouais. Et je pense que c'est... Ouais. Et par contre, je crois que tu peux pas, au bout de 3 démissions abusives, où tu peux plus, tu vois, il y a une limite. Mais tu peux démissionner et revenir sur tes décisions, parce que c'était une décision trop hâtive. Et je pense que c'est en partie à cause de ça. Et là où tu peux prendre du recul dans l'action T, c'est avec le système 2, en fait, tu te calmes avec l'ancrage un petit peu psychologique qu'on évoquait dans la partie 1 de cette émission, en se touchant le lobe de l'oreille, par exemple. Bon, un truc voilà, où on se calme, et du coup, on répond, même si on doit répondre, mais de manière plus posée. Et comme ça, au moins, on ne prend pas des décisions hâtives. Mais on fait appel au système 2. C'est souvent le système 2 qui va venir nous calmer sur certaines situations. Et ce système-là, il s'entraîne. Prendre du recul, on parlait de la frustration pour les enfants, mais pour prendre du recul, pour aider en fait le lobe frontal justement à prendre du recul dans certaines situations qui sont fortes émotionnellement, et faut s'entraîner à se refuser certaines actions impulsives, telles que acheter du sucre, où on a je sais pas, je donne un exemple tout bête, on a du chocolat dans notre placard, on a une envie de chocolat soudaine, et non, ce soir on le prend pas. On résiste à la pensée impulsive pour entraîner du coup le cerveau à prendre du recul. Et entraîner à prendre du recul sur une action impulsive. Là, c'est tout bête, hein, j'ai pris un exemple tout bête qui est pas en soi dangereux. Mais vu que le chocolat, il y a une certaine dépendance à ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Et ça se vaut sur plein d'autres trucs. Hein. Même sur les émotions après et tout. Donc voilà. Et du coup, on voit bien qu'à travers ce système un petit peu émotionnel, le cerveau est capable de nous duper, en fait. Et nous biaiser pour arriver à ses fins. Et c'est ça qui est fou. T'as vraiment l'impression, alors sans parler des bactéries, là c'est encore plus loin, mais juste en parlant du cerveau des émotions et du cerveau analytique, qu'on a comme... on a un bicerveau, quoi. On a un cerveau qui va réagir sur la pulsion, et on est obligé avec une autre petite voix de se dire, non, de prendre du recul. Encore que des fois, la petite voix, c'est le système limbique. Quand t'as envie, comme on en parlait dans la partie 1, quand t'as envie de faire du sport, et que t'as une petite voix qui te dit ouais mais non mais là je peux pas parce que ça me le fait tellement souvent ça. Ah ouais. Ton cerveau il se trouve toutes les excuses du monde pour faire la fête. Et ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que du coup le système émotionnel
on appelle ça la rationalisation. Et du coup, en fait, le système émotionnel est tellement fort qu'il va se trouver des arguments pour se conforter dans son truc. Ça, maintenant, je me suis entraîné à ça, à lutter le cerveau, le moment où, tu sais, il est en train de rechercher, tu sais, il cherche dans ta tête par quel biais je pourrais le niquer, ce bâtard, tu vois. Et des fois, moi, maintenant, il marche par révélation, cet enfoiré. C'est que d'un coup, j'ai une idée et je suis, ah bah voilà, je peux, pour ce soir, c'est bon, alors ce soir, je peux me laisser aller. C'est comme s'il trouvait une solution ultime, et souvent, ça marche comme ça. Hein. Ah, c'est une fouine, ce cerveau. Ah, mais c'est pour ça que c'est fou. Et même des fois, on le voit même, on parlait de l'estime de soi et du coup de ce rapport qu'on a entre nos valeurs et ce qu'on est. Et parfois, du coup, on agit d'une certaine manière qui, selon nous, colle avec nos principes et quelqu'un va nous dire « Ah ben non, ce que tu fais là, en fait, c'est pas bien. » Et sur le coup, quand quelqu'un vient nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien et qu'on le fait depuis des années, on va le prendre mal, forcément. Sur le coup, c'est toujours un peu brusque. Et c'est là que se crée un petit peu la fameuse dissonance cognitive. On va essayer de... Mais moi, ça m'était arrivé d'ailleurs, pour prendre moi comme exemple, sur l'alimentation. Je voulais manger, entre guillemets, de façon plus écologique. Donc manger moins de viande. Et du coup, on m'avait fait la réflexion sur la viande, parce que j'en mangeais quand même pas mal. Hein. Et je trouve que je trouvais presque des arguments qu'on dit fallacieux, en me disant, mais non, la viande, on en a besoin. Je trouve que c'était de la viande... Je parlais des chasseurs qui... enfin, je me trouvais des arguments pour me dire que... Voilà. Mais c'était de la dissonance, en fait. Fallait que mon cerveau... de cette époque. Je me rappelle. Oui. Parce que moi, j'aime bien te faire chier pour te challenger. Et je me rappelle qu'il y avait une époque où je savais que tu étais en mode très écolo, mais je te challengeais sur le végétarien. Sur la viande. Oui, parce que mais quand j'étais jeune, je mangeais énormément de viande. C'est vrai que je mangeais mais presque tous les jours. Hein. Oui. Tous les jours même. C'est pas presque tous les jours, c'était tous les jours. Si je pouvais manger de la viande rouge tous les jours, je le faisais. Donc c'est vrai que clairement, j'étais pas omnivore, j'étais carnivore. Je mangeais que la viande. Et du coup, c'est difficile quand tu as des habitudes depuis tout le temps et que tu as des principes qui viennent casser tes habitudes. Et tu le fais, mais c'est pas encore ça. Et comme tu dis, quand tu viens, tel que tu l'as fait, tu viens de taquiner sur ça, tu te trouves des arguments pour justement... je me rappelle, on avait eu une grosse discussion là-dessus où tu campais sur tes théories et je crois que tu étais venu quelques jours plus tard, tu avais été documenté à fond, je me rappelle. Et tu étais revenu en disant ouais, finalement, et puis limite après tu étais parti en mode végétarien extrémiste assez rapidement. Et maintenant tu t'es rééquilibré, on va dire. Maintenant, viande plaisir, mais tu t'as réduit, mais il y a toujours de la viande plaisir. Quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que mais je me rappelle particulièrement de ce moment-là où du coup il y avait vraiment ce truc-là. J'ai des principes écolos, mais non, la viande, non. La viande, ça, ça c'est à part. Non, en fait. Mais c'est fou. Et je me rappelle de ces moments où le cerveau m'affluait, tu sais, ces petits arguments pour dire ouais, sors ça. Ouais, ça c'est bien. Vas-y. Tu vois, ça c'est mon identité. Ça c'est moi, ça. Mais je suis. C'est fou, en fait. C'est pour ça que je trouvais marrant d'ailleurs l'idée de faire une BD avec un cerveau qui parle et c'est ça à faire, je trouve. C'est pour ça, t'as même pas expliqué un peu le concept plus en détail, de ton niveau cerveau. Oui, de la page Instagram, ouais. Ça vient de là. Hein. Cette idée de faire un cerveau qui est indépendant vraiment de la personne. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est assez complexe, parce que du coup, des fois le cerveau peut agir. Voilà, comme on dit là, il rationalise et on se trouve des arguments pour se dire ok, c'est pas en accord avec mes principes. Mais c'est pas grave, c'est quand même un petit peu en accord en fin de compte. L'exemple qui est un peu typique qu'on dit souvent pour la dissonance cognitive, c'est il y a un renard en fait qui voit des cerises en haut d'un arbre et il les regarde et il les trouve appétissantes. Il se rapproche de l'arbre et en fait il se rend compte que l'arbre il est vraiment très haut et que les cerises elles sont difficilement accessibles et du coup il se dit ah ouais mais non en fait les cerises je crois qu'elles sont pourries là. Elles sont pourries et du coup il monte pas l'arbre. Donc il se convainc que les cerises elles sont pourries mais alors en fait pas du tout. C'est juste qu'il a pas envie de monter à l'arbre. Donc il écoute un peu ce truc là de je fais pas d'effort voilà. Et c'est ça le pire. Ça. C'est pour ça qu'on
surestime, encore une fois, certaines de nos capacités. Quand on prend une décision de façon trop rapide ou en se projetant seulement sur notre intuition, alors que c'est pas du tout notre domaine d'expertise, c'est de l'intuition dans un truc qui nous concerne pas. Faut pas se faire confiance à 100%. Non, il faut y réfléchir à 2 fois en fait, parce que ça se trouve on se trompe, parce qu'on est potentiellement biaisé. Par contre, à l'inverse, c'est qu'on peut, et c'est ça que j'ai trouvé aussi assez percutant et passionnant, c'est que, par exemple, je considérais... savoir ça m'a permis de prendre en humilité et du coup de paradoxalement gagner en estime de moi-même. Ouais. Parce que je me dis, en fait, ok, il y a certains comportements, je comprends mieux. Ouais, voilà. Ou je me dis que là, ok, j'ai pas l'estime de soi, c'est ça aussi, c'est que là, ok, j'ai pas les compétences, soit pour prendre une décision, soit pour, voilà. Et j'ai besoin de prendre du recul, de réfléchir à ça. Parce que, mais moi, ça m'a aidé, tu vois, dans les domaines auxquels j'étais un peu moins compétent, de prendre du recul comme ça, moi, ça m'aide à me dire, si tu as envie d'être compétent, faut taffer. Et tu seras plus compétent. Mais est-ce que tu as réellement envie de prendre du temps pour taffer cette particularité, ou est-ce que tu acceptes totalement d'être moins compétent que d'autres dans ce domaine-là, et c'est pas grave, au final, tu seras plus compétent dans d'autres. Et je trouve, tu vois, de prendre ce recul-là, que les choses dans lesquelles tu n'es pas forcément compétent, au lieu de le prendre ultra personnellement et de te dévaloriser, etc., juste te dire, si tu as envie d'être meilleur, tu pourras le taffer et tu seras meilleur, mais c'est un choix que tu fais. Non, là, je choisis, j'ai du temps à mettre ailleurs, donc c'est pas un problème, j'accepte le fait d'être moins compétent dans tel domaine et je le vis pas mal, du coup, je suis pas jaloux des autres qui sont meilleurs. Voilà, je trouve que ça m'aide, cette humilité, elle sert à ça en partie, je trouve. Ouais. Accepter totalement, c'est pas grave en fait, dans tel domaine je suis moins fort qu'un tel ou quoi, je m'en fous et je le vis de manière totalement honnête avec moi-même, en m'en foutant, quoi, tu vois, ça m'atteint pas, quoi. Ouais, c'est ça, mais même en fait, on pourrait croire limite que ça paraît un petit peu des fois intelligent de répondre rapidement à certaines décisions en étant sûr de soi. Ouais, mais c'est une image que tu donnes, ça. Ouais, c'est c'est une image. Domaines, quoi. Sauf qu'au contraire, en fait, douter de sa décision, douter de soi, douter de soi sur sa décision, je ne vais pas douter de soi sur son identité, c'est différent, mais sur sa décision, c'est intéressant, au contraire, de prendre du recul pour prendre la bonne décision. Pour toi-même, oui, de manière sage, c'est sûr. Mais au final, l'image que tu vas donner, c'est quelqu'un qui est pas sûr de toi et tout. Et ça, on le voit, genre par exemple en politique ou je sais pas quoi, c'est interdit en politique, vous le verrez dans n'importe quelle interview, même quand les mecs, on leur pose une colle, c'est impossible qu'ils disent « je sais pas ». Je sais pas, je connais pas le dossier ou je sais pas quoi, t'es niqué, t'es fini si tu fais ça. Et c'est un des gros problèmes, c'est que des fois, ils préfèrent mentir ouvertement plutôt que de dire « je ne sais pas ». Et ce qui est triste, c'est que des fois, de mentir ouvertement, c'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe c'est un menteur, tout ça, mais c'est pas de l'incompétence et du coup tu peux te refaire derrière. Que si une seule fois tu fais preuve d'incompétence, tu peux être grillé à vie après. T'es un nul, t'es incompétent, t'as pas les épaules pour... donc des fois, et on le voit dans plein de sujets, notamment je trouve en politique, où le je sais pas n'a pas sa place, vaut mieux être sûr d'un truc même si on se trompe. Et c'est terrible ça, alors que la sagesse serait de dire je sais pas quand tu ne sais pas et de travailler pour savoir justement. C'est ce que disait Étienne Klein dans une émission, il disait que le fait sur un sujet de conversation, hein, c'est vrai que le fait de dire que tu ne sais pas, si on revient un peu à l'effet Dunning-Kruger, de se dire que quand tu te rends compte qu'un sujet est complexe, tu préfères de dire que tu ne sais pas plutôt que de dire une absurdité. C'est vrai, c'est ce que tu dis, hein, c'est que tu passes pour... ok, tu prends pas de décision, toi tu t'en fous quoi. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est compliqué. Ok, donc tu prends pas de décision, donc limite tu passes pour... Il faut avoir un avis sur tout, sur... alors que l'absence de jugement, des fois, elle est nécessaire sur les sujets. Même si tu t'en fous, t'es pas obligé de connaître tous les sujets non plus. Tu peux aussi assumer totalement le fait de t'en foutre de tel sujet. Donc, j'ai pas assez taffé, donc au lieu de te sortir un avis préétabli que je vais choper à droite à gauche suivant ma sensibilité... mais j'aurais même pas travaillé le sujet, c'est juste j'ai la flemme.
bon, je préfère te dire que j'ai la flemme et que j'ai aucun avis sur ce sujet plutôt que d'inventer un truc histoire de faire genre, quoi. Mais bon. Après, ce qu'on voit dans la politique ou dans certains charlatans, je dirais aussi, bon, après pas que, mais t'as cette utilisation du sophisme. On voit qu'on s'intéresse à l'esprit critique, ou la zététique, ça permet de comprendre que il y a certains discours, il y a certaines conversations qu'on appelle sophisme, parce les gens utilisent des arguments fallacieux, et c'est des phrases clés qui vont justement biaiser notre cerveau. C'est des phrases qui biaisent un petit peu le cerveau. Et on voit que t'as un exemple ? Non, j'ai pas d'exemple pertinent. Oui, parce que c'est intéressant à ce moment-là de sortir un exemple. Oui, ça aurait été intéressant. Oui. Alors, je peux en trouver un. Je vais en trouver un. Mais oui, parce que on le voit dans pas mal en politique. Je pense qu'ils souvent justement pour cacher, comme tu dis, un petit peu leur incompétence, parce que malheureusement ça passerait mal. Ils utilisent le sophisme pour du coup soit un petit peu changer de sujet, soit ne pas répondre sur le fond, mais répondre sur la forme. C'est tout l'intérêt du sophisme. Ah bah oui, ça. Et c'est intéressant parce que ça aussi, c'est une technique un petit peu qui biaise un petit peu le cerveau complètement. Et Daniel Kahneman, dans le bouquin, ils ont travaillé un petit peu sur ça, sur le sophisme. Je vais en trouver un. L'appel à la popularité, comme un des sophismes les plus connus. C'est-à-dire que consiste à valider une idée en arguant du fait qu'elle est admise comme vraie par un grand nombre de personnes. C'est un sophisme, tu vois. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il y a la généralisation hâtive aussi. Ce sophisme consiste à généraliser à partir d'un échantillonnage trop restreint, voire d'un simple exemple personnel. Ah oui, bah ça. Oui. Donc c'est intéressant parce que des fois, alors le sophisme, il peut être volontaire, mais des fois il ne l'est pas. Ouais. Et je trouve que l'exemple là de la généralisation hâtive est parlant parce que le biais responsable de ce sophisme, c'est le biais de représentativité. Ouais. Le fait autour de toi, les gens qui fument, comme je disais au début de l'émission, ils ont aucun problème. Et du coup, tu généralises, tu dis, non, moi, autour de moi, il y en a comme ça. Voilà, je prends l'exemple de la cigarette, mais ça peut être pour autre chose. Oui. Mais moi, de ce que j'ai vu, non, moi, ils n'ont pas de problème. Donc, du coup, ça... Voilà, ça peut... Il y a aussi l'inverse de... tu mets de côté tous ceux qui vont mal pour citer en exemple celui qui va bien, tu vois. Ou souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est... tout le monde va bien, mais tu vas citer l'exemple de la personne qui, elle, va mal. Et tu fais abstraction de tous ceux qui vont bien autour, mais tu prends l'exemple de... Ça, c'est marrant aussi, ça. Ah, et tu as aussi le lien causal douteux. Okay. C'est un sophisme qui crée un lien causal là où il n'y a qu'une simple corrélation. Ah oui, le problème entre cause et corrélation, putain. Ça, c'est un grand... Parce que justement, le cerveau n'aime pas les corrélations. Il y avait un des trucs, justement en parlant des végétariens, il y avait une étude qui disait que les végétariens étaient plus sujets aux crises cardiaques. Non, c'était l'inverse. C'était que les végétariens avaient moins de problèmes de santé que ceux qui mangeaient de la viande. Et du coup, on pouvait en conclure que du coup, la viande était dangereuse pour la santé. Et en fait, c'était pas vrai. Ce qu'on se rendait compte dans l'étude, qu'en fait, ceux qui étaient devenus végétariens, du coup, s'étaient renseignés sur la nutrition au global et du coup, avaient globalement une meilleure alimentation. Et donc, ils avaient une meilleure santé. Que ceux qui mangeaient de la viande, s'étaient pas renseignés sur la nutrition, continuaient à bouffer un peu n'importe comment et du coup, avaient des problèmes de santé. Mais du coup, c'est pas le fait d'arrêter la viande qui les a rendus en meilleure santé, c'est le fait de s'être renseigné beaucoup plus globalement sur la nutrition. Et voilà, c'est la différence entre corrélation et causalité, quoi. Oui. Ouais, c'est intéressant ça. Parce que c'est très proche et du coup, là, le biais de confirmation a toute son importance. Parce que si tu es végétarien, tu peux ne pas le voir ça, parce que tu vas rechercher justement cette info-là. Mais des fois, il y a des corrélations. Par exemple, il y avait un truc tout bête, mais les films avec Nicolas Cage, quand il y avait des films avec Nicolas Cage, il y avait plus d'accidents dans les piscines en Amérique. Voilà.
Et il n'y a aucun rapport. Mais pourtant, Oui, là, pour le coup. pourtant, C'est statistiquement, un fait. il y a, Voilà, il y a un lien. Ok, ouais. Voilà. Mais c'est l'exemple même que des fois, il n'y a aucun sens. Oui, c'est Ou ça. Tu peux attraper Ah deux oui. infos et les relier. Donc là, c'est absurde. Donc ça te paraît absurde, mais des fois, si Voilà. tu sélectionnes mieux les deux informations, tu peux créer Ah, un des lien. fois, c'est tellement délicat. Ah C'est oui, ça. voilà. Et que là, tu verras beaucoup moins le lien qui n'a pas à être fait, quoi. Ah, il y en a un qui est intéressant aussi. Le faux appel à l'autorité. C'est quand on s'appuie sur une autorité Ah oui. dans un domaine d'expertise. Oui, Alors bien sûr. que celle-ci n'en est pas une dans le domaine. C'est quand tu dis, par exemple, Ça. il y a, je sais pas, il y a un chercheur en neurosciences qui m'a confirmé que la Lune était plate. Et tu vas Oui, dire, voilà, en oui, gros, exactement, voilà, c'est exactement. pas parce qu'il est neurochirurgien qu'il a des compétences en astronomie, quoi. Donc, Oui, c'est ça. et des fois, oui, c'est. Bon, là, j'ai cité deux exemples complètement rien à voir, mais des fois, c'est beaucoup plus nuancé. Parce que des fois, c'est Oui, des chercheurs dans tel domaine précis qui vont se prononcer sur un domaine d'une branche juste à côté, mais du coup, nous qui voyons de loin, on a l'impression que c'est à peu près la même chose, c'est un peu le même bordel, alors que pas du tout. Oui. Genre, un cardiologue va me parler du poumon, de je sais pas quoi, tu fais, oui, mais il est pas pneumologue, c'est pas la même spécialité, tu vois, et donc son sujet d'expertise, bon, il sera sûrement plus compétent que quelqu'un de lambda tout de même, mais voilà, vaut mieux aller carrément aller voir un pneumologue, quoi. Oui, oui. Et puis même, des fois, du coup, tu as des études en plus qui sont là pour ça, En pour plus, certains oui, sujets, surtout, c'est ça, de toute façon. qui est là, qui passe au-dessus, en fait, de Parce que l'expert. même un expert peut se planter. Oui. C'est pour ça qu'on met en place justement même un des expert études, est biaisé. voilà, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, ça rejoint un petit peu, du coup, tous ces sophismes sont en lien, du coup, avec le comportement humain, je trouve. Parce que là, c'est relié à des biais. Cet effet, en fait, un petit peu de l'argument de la blouse blanche, là. On a comme une... On a tendance, c'est assez spécial ça aussi, mais on a tendance, du coup, si un médecin, ça rejoint un petit peu ça, mais même si un médecin nous dit quelque chose, c'est comme si ses propos avaient plus d'importance qu'un collègue à nous, parce qu'il est médecin, parce que... Oui, il y a... après, c'est pas non plus ça dépend dans quel domaine, mais ça peut être bien de plus écouter son médecin que Joe, le collègue un peu bourré, qui nous Ah donne oui, des mais conseils. bien de sûr, je sais pas quoi, bien tu sûr. vois. Ah, mais moi, je te parle de sujet. C'est sûr, s'il parle de médecine, tu vas pas écouter ton collègue. Mais si ton collègue bourré... Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Non, pas. Je parle un peu comme tu viens de dire, de tout autre sujet. Bon, ça rejoint ce que tu dis. Oui, Ça bah rejoint oui, ce c'est que ça. tu dis. Il y a des domaines d'expertise, mais c'est pas parce que quelqu'un est expert dans un domaine qui, du coup, il connaît tout. C'est vrai qu'on a tendance, mais ça, ça rejoint des sujets que je t'ai pas encore trop parlé parce que ça parle d'une série que j'ai regardée il y a pas longtemps, qu'on fera peut-être une émission bientôt. Mais le sujet on a tendance à mystifier certaines personnes parce que ça nous fait du bien quelque part. Qu'il y ait des gens, je sais pas, qui sont un peu au-dessus de la mêlée. C'est des sortes de demi-dieux. Ils peuvent se prononcer sur n'importe quel sujet, ça me rassure. Ça me rassure que lui, il est compétent dans tous les domaines. Et si j'ai un doute, si j'ai un problème, lui saura le résoudre, tu vois. C'est comme si c'était de la magie, tu vois. Et on a tendance à chercher ça et à vouloir. C'est pour ça qu'il y a des grands charlatans ou des gourous qui viennent t'apporter les réponses que tu attends. T'attends ça en fait, enfin, on est beaucoup je pense à attendre ce genre de truc, ça nous rassure, sauf que c'est pas vrai, ça n'existe pas dans tous les cas, et ça rejoint ça, c'est même quelqu'un de très très compétent dans un domaine, par exemple, je sais pas, je vais parler, je sais pas, avec Thomas Pesquet d'astronomie justement, si ça se trouve je suis beaucoup plus compétent que lui en football, tu vois, je dis un sujet au pif, mais c'est fort probable que je sois beaucoup plus compétent que lui en football, que Thomas Pesquet. Oui. Thomas Pesquet, aussi parfait soit-il, dans ce thème-là, je suis meilleur que lui. Voilà, c'est comme ça. Alors peut-être pas, je dis ça au pif, j'ai dit un sujet au pif. Là, tu comprends le délire, il arrive. Il vient me casser la gueule. Et en fusée. Non, mais par exemple, je suis quasiment persuadé que tu es beaucoup plus calé que lui en MMA. C'est un délire, j'en sais rien, mais c'est fort probable. Et c'est intéressant même de se dire ça, de se dire que... des gens que tu admires, tu vois, genre Kylian Mbappé, en football, il met une minée. Mais si on se fait un duel
Je sais pas, alors là comme ça j'ai pas d'idée qui me vient en tête. Mais Bah, bras de fer. non plus. Du coup, je sais pas si je le prends à Elden Ring. Je suis sûrement bien meilleur que lui, j'en sais rien. Tu peux toujours trouver en fait quelqu'un que tu vas admirer, que tu trouves il est trop fort. Mais en fait, dans un sujet précis, tu es sûrement mieux que lui. En fait, tu es sûrement plus fort que lui. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Et du coup, c'est pour ça que même quelqu'un que tu admires, qui respire la sagesse, et ben en fait, il peut se tromper sur n'importe quel sujet. Et c'est pour ça qu'on met en place des études à grande échelle pour que. C'est ça. Voilà, C'est ça. pour essayer de s'approcher le plus possible de la vérité, éviter les charlatans et tout, quoi. Bah, ça a été tout un peu l'essor de neurosciences, je trouve, parce que avant, t'avais pas vraiment de méta-analyse. Ouais. Quand tu regardes un petit peu cette pyramide, un petit peu de ce qui se rapproche de la vérité, t'as vraiment la. On dit souvent qu'à la base, t'as les anecdotes, après, t'as on va dire les témoignages, anecdotes, témoignages, après, t'as les rumeurs, après, t'as les experts, après, t'as les études, et là, on monte, c'est de plus en plus fiable, en fait, hein, en gros. Et après, tu as les études répliquées, et après, tu as les méta-analyses. Et où là, ça prend plusieurs études répliquées pour vraiment faire une analyse. C'est ce qui permet de savoir qu'il y a bel et bien un dérèglement climatique. Voilà. Et Non. que c'est de la. Ah, si. Non, mais ça, c'est oui, faux. c'est par pas que. C'est un argument d'autorité. Mais du coup, à l'époque, la psychanalyse, on s'arrêtait presque au domaine de l'expertise, en fait. Il n'y avait pas d'études. Alors que dans les neurosciences, tu as des méta-analyses sur certains sujets. Tu as des études neuroscientifiques, des fois, qui sortent. Elles n'ont pas été répliquées, donc elles sont à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que c'est intéressant, au niveau scientifique, déjà de voir comment ça marche. Et puis même, je trouve que du coup, de connaître ce système un petit peu scientifique, je trouve que c'est important. Même pour, justement, des débats. C'est clair. Voilà. Après, t'en as pas mal, hein, t'as le faux dilemme aussi. Voilà, de proposer un dilemme à quelqu'un, de dire t'as le choix entre A et B, et genre le dilemme C, on le propose pas. Oui. Ça, c'est des trucs qu'on peut voir en politique aussi. Ah bah, bien sûr. Mais qui jouent encore une fois sur des biais. C'est à chaque fois. Donc c'est ça qui est assez. Ouais, qui est assez intéressant. Mais par contre, du coup, ça permet, encore une fois, hein, d'être plus humble, ou de faire plus attention sur soi et sur les autres. Mais c'est là où je te rejoins, c'est que même moi, au niveau de mes compétences, du coup, il y a certaines compétences où tu acceptes mieux de te dire ok, si je suis pas tellement bon là-dedans, c'est pas grave. Je peux effectivement m'améliorer ou non, comme tu disais. Tu choisis. Mais tu l'acceptes. Tu l'assumes plus Et facilement. au contraire, tu peux décider d'abandonner certains combats pour te concentrer sur d'autres. Ça aussi, Oui, tout à fait. Et après, par contre, quand tu sais comment fonctionne le cerveau, à travers toutes ces données, tu sais comment déjouer plus ou moins certains biais, du moins faire attention, mais tu peux améliorer certaines capacités. Et ça que j'ai trouvé assez fou, c'est pour la mémoire. On avait fait l'exemple ensemble sur le palais de la mémoire. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Oui, c'est Je trouve ça incroyable. Ça, c'est... En fait, tu apprends dans le système limbique, tu as la partie sur la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. C'est le siège de la mémoire. Et l'hippocampe, c'est une paire. Elle est divisée en deux dans le cerveau. Et il y en a une qui est concentrée sur l'orientation dans l'espace et une qui est concentrée au niveau des souvenirs. Ça peut dire ça comme ça. Et du coup, ça, on le sait depuis peu. Même si déjà dans l'Antiquité, ils savaient utiliser... Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ces techniques. Maintenant, on sait plus ou moins d'où ça vient. Mais dans l'Antiquité, ils l'utilisaient quand même. C'est... vu que les deux sont liés, on se rend compte que utiliser l'orientation dans l'espace, donc utiliser des lieux dans lesquels on a habité, on se rend compte que quand on pense à nos anciennes maisons ou la maison de nos parents, on arrive en fait à visualiser, pour la plupart des gens, notre maison et à se déplacer de pièce en pièce. Normalement, tout le monde est capable de le faire. Là, vous pouvez le faire. Allez, on va tous le faire ensemble. Fermez les yeux. Ne vous endormez pas. Mais du coup, on a cette capacité-là de facilement, je trouve, se souvenir de notre maison et de se déplacer de pièce en pièce.
Et ce petit truc-là, qui est lié un petit peu à comment est l'amygdale dans notre cerveau, en sachant comment c'est, on se rend compte que ça, ces pièces-là, on peut y ajouter dans chaque pièce, par exemple notre liste de courses, on est capable de faire une liste de courses de 50 fruits et légumes, je dis n'importe quoi, hein, en mettant un fruit dans chaque pièce. C'est tout bête, hein. Il faut une grande maison, quoi. Il faut une immense maison. Il faut une grande maison. Mais ou sinon, il faut prendre plusieurs maisons. Il faut penser à son école, à son machin. Putain. Mais on peut aller, il y a des champions de la mémoire qui s'entraînent comme ça et ils arrivent à dans une pièce, à caler un chiffre dans la télé, par exemple. Après, si c'est dans le salon, un chiffre dans la télé, un chiffre dans le canapé. Et du coup, à retenir une suite de chiffres extrêmement longs en utilisant cette technique-là. Parce que ça vient naturellement, en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que quand on fait le test une fois, vous faites une liste de courses hein, de 30 mots, par exemple, n'importe, ou même des questions, et vous dites à votre collègue, copain, partenaire, n'importe, ou quelqu'un de la famille, cette liste de mots, vous lui dites la technique de placer un mot dans chaque pièce, en visualisant, et je pense que la personne va Mais après, se... je sais pas si c'est une bonne technique. Moi, j'ai toujours eu des doutes là-dessus. C'est que du coup, il y a un côté très mécanique. Là, moi, je l'ai vu notamment cette année, j'ai fait du théâtre. Et au début, bah, je t'avais demandé des techniques pour mieux apprendre mon texte, etc. Et je trouve que par exemple, pour le théâtre, le palais de la mémoire, ça marche pas. Et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'en l'apprenant différemment, donc là, moi, j'ai fait des répétitions petit à petit, voilà. J'ai trouvé que c'est une sorte de gymnastique du cerveau. Et je me suis rendu compte qu'en fin d'année, je retenais mes textes beaucoup plus facilement qu'en début d'année, parce que je me suis habitué petit à petit. Alors, ça va être pareil aussi pour le palais de la mémoire, mais je trouve ça plus il y a plus de compartiments, tu vois, donc c'est bien après, pour des listes, c'est bien pour les trucs. Mais même, par exemple, tu vois, genre pour l'école, est-ce que c'est un peu comme avoir des anti-sèches, cette technique. Tu as des notes dans ta tête, mais est-ce que tu les comprends réellement, tu vois? Ou est-ce que c'est des trucs que tu classes dans ton cerveau, mais du coup, c'est pas des trucs que tu apprends réellement? Tu vois, j'ai toujours eu un doute là-dessus. Bah après, tu peux l'apprendre réellement à travers ces techniques. Bien sûr, oui, c'est plus nuancé. Après, comme tu dis, c'est pas une technique pour apprendre particulièrement un truc. Pour le théâtre, du coup, dans l'Antiquité, certains l'utilisaient, mais pour des scénettes, en fait. C'était pour séparer. Genre, t'apprenais un texte, tu le mettais dans une scène, et c'est quand tu perds le fil de tes pensées, bah, tu sais que t'as l'acte tel, scène telle, et tu as le premier mot, en fait, dans ton palais de la mémoire, tu as le premier mot de ton texte, et ça te permet d'enchaîner. Quand c'est des très très longs discours, du moins ça a servi à ce moment-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que, bah, moi pour l'école, du moins, ça m'aurait aidé, clairement. Ça m'aurait aidé parce qu'il y a ce côté un peu ludique d'utiliser ta créativité, et ça, c'est pas forcément facile d'utiliser, parce qu'à mettre en place, il y a ce côté un peu créatif. Tu peux pas juste placer ton fruit dans ta pièce. Faut que quand tu penses à ta pièce, faut que tu essaies de créer une histoire. C'est comme si tu déviais, tu faisais un jeu pour mémoriser quelque chose au lieu de mémoriser directement. Oh oui, t'as cassé un truc. Merde, putain. Non, ne vous inquiétez pas, c'est mon micro qui vient de se casser à l'intérieur de mon pot de fleurs. Parce que oui, mon micro est posé sur un pot de fleurs, faut le savoir. C'est bon, ça n'a pas coupé, c'est bon, tout fonctionne. Mon micro s'est coupé 2 secondes, je crois. Mais donc, oui, donc ce que je disais, c'est comme si, au lieu d'apprendre directement le truc, tu faisais un truc sur le côté et tu le classais, tu le rangeais en faisant un truc. Mais du coup, tu n'es pas directement sur le sujet, je sais pas. Ça m'a toujours... Je suis OK que cette technique est folle et même peut être impressionnante en démonstration, mais est-ce que ça te reste... est-ce que ça aide ton cerveau à avoir une gymnastique, à apprendre des choses, je sais pas. Parce que par exemple, c'est pas une technique qu'on apprend à l'école. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette technique-là, parce que c'est vrai que la mémoire, c'est tout un truc. Et d'ailleurs, j'en parlais un petit peu dans Vice Versa, le premier.
Il y avait tout un attrait un petit peu sur la mémoire. Puis on est tous différents, de toute façon, sur la mémoire aussi. Oui, tout à Ça fait. aussi, Ça. Mais c'est que ça va pas entraîner ta mémoire de travail. Et la mémoire de travail, ça c'est une gymnastique que tu dois... on est capable en fait de retenir 7 à 9 mots, je crois, un truc comme ça, ou un petit peu moins, dans l'immédiateté, tu sais. Et ça s'entraîne. On peut pas l'améliorer et retenir 30 mots d'un coup, à part cas exceptionnel d'avoir un cerveau ultra compétent. Mais ça, tu peux entraîner la flexibilité parce que tu peux le perdre. Cette mémoire de travail, quand tu vieillis, tu la perds. Et il y a un intérêt en fait à continuer à la travailler avec certains exercices pour perdre ce truc. Voilà. Le palais de la mémoire, il a un intérêt plus sur la mémoire à long terme. C'est pas pour faire de la gymnastique, on va dire neuronale. C'est plus pour du long terme, pour... mais genre là, dans ta vie de tous les jours, tu utilises souvent le palais de la mémoire? Ou tu l'utilises pour des représentations, quoi, pour non, faire un exercice, mais... Je l'utilise pas, non. Je l'utilise pas. Des fois, oui. Ouais, je me dis, tu vois, moi, ce que j'ai appris avec le théâtre, cette gymnastique, l'entraîner, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'aide inconsciemment après dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est cette impression que j'ai, que le palais de la mémoire, c'est efficace, mais c'est un exercice que tu fais à un moment donné. C'est pas un truc qui t'aide dans la vie de tous les jours inconsciemment, tu vois. Est-ce que c'est un effort que tu fais? Tu vois, c'est ça, cette différence que je trouve entre les deux. Ouais. Après, le truc que je trouve intéressant dans le palais de la mémoire, moi, peut-être que je devrais d'ailleurs le faire plus, hein, parce que je trouve que je le fais pas assez, dans le sens où il y a toute cette partie de visualisation que je trouve intéressante. La visualisation, elle a un atout en fait aussi pour les capacités sportives, par exemple. Le fait de t'entraîner avec le palais de la mémoire à visualiser c'est un autre attrait en fait. On sort de la mémoire. On sort de la mémoire. Mais le côté un peu palais mental, ce que je peux trouver intéressant, au-delà du côté mémoriel, c'est le côté un petit peu visualisation, parce que c'est pas facile de visualiser des fois les choses. Et cette visualisation peut t'apporter quelque chose dans d'autres domaines, tels qu'encore une fois le sport. Le sport, il y a eu des études genre pour le basket, où une équipe sportive qui faisait du basket, il y avait deux équipes. En gros, il y avait une équipe qui s'était entraînée à visualiser, à faire des paniers, donc 1 heure avant le match, ou je crois que c'était la veille, et l'autre équipe qui n'avait pas fait cet exercice avec quelqu'un qui t'entraîne à visualiser tout ton entraînement. Et du coup, l'équipe qui avait fait la visualisation avait des meilleures performances lors de ce tir, de ce tir au panier. Et cette visualisation, du coup, elle peut être intéressante pour plein d'autres domaines. Et je trouve que le palais mental, au-delà du côté pour retenir des choses, peut t'entraîner, tu vois, à la visualisation. Enfin, je trouve, ce que je peux trouver intéressant. Je pense que c'est... Après, moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est pas... Il doit pas venir en remplaçant peut-être de quelque chose d'autre. Oui, voilà. Parce que les trucs qu'on apprend à l'école... Il n'y a rien de négatif, mais oui. c'est... Mais après, oui, parce que le truc à l'école, quand t'apprends... moi, j'avais du mal à apprendre, tu sais, de relire plusieurs fois le texte et tout. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a quand même ce truc de mémoire de travail. Là-dessus, tu travailles... Donc... Après, il y a eu des expériences, je ne sais pas où ça en est. Ils avaient, dans plusieurs écoles en France, testé certaines qualités, on va dire, enfin certaines études neuroscientifiques qui pouvaient servir pour les enfants, telles que la méditation entre chaque cours, mais très rapide, pour voir si ça améliorait un petit peu la performance des élèves. Et ils ont fait ça il y a un petit moment. Je me demande si du coup il y a eu des retours de ça. Il faudrait que je me renseigne. Savoir du coup s'il y a eu des retours impactants sur plusieurs techniques qu'ils ont utilisées. Enfin voilà. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu te rends compte que tu peux t'aider de ça. Ah, bien sûr. Et si tu t'entraînes régulièrement, tu peux enregistrer. Moi, ça m'a aidé pour les anniversaires. Dans n'importe quelle chose, n'importe quelle technique, de toute façon, le tout, c'est s'entraîner, quoi. Ah, il y a un secret aussi, de toute façon. Il y a un entraînement. Oui, c'est le travail, c'est... Mais moi, pendant un temps, oui, vraiment, en étant assidu avec le palais mental, ça m'entraînait à retenir les anniversaires, truc qui m'a toujours fait défaut depuis longue date. Voilà.
Et du coup, ça, j'avais fait, ah ouais, c'est pas mal, en fait. Je suis pas si nul en mémoire. Donc, genre, c'est Mais quoi ce mon truc-là- anniversaire, moi? C'est le 9 juillet. Quelle année? 89. Oh, l'enflure. Ouais, c'est le 15 août 91. C'est ça. Ah, et voilà. Pas de palais de la mémoire, moi. Il s'est complètement trompé. Ouais, bah ouais, non, mais c'est... Ah, ça m'a aidé un petit peu. Ça m'a aidé un petit Oui, peu. bah, Mais c'est c'est... clair. Parce que du coup, en fait, après, une fois que tu répètes, parce que en fait, ça peut être intéressant pendant un temps donné, et jusqu'à ce qu'en fait, ce que tu veux retenir rentre dans ta mémoire à long terme. Une fois que c'est rentré dans ta mémoire à long terme, bah, c'est fini. Après, tu l'as en tête et t'as même plus besoin de palais mental, t'as même plus besoin... De toute façon, très simple, hein. Je crois que je l'avais mis en photo. C'est le bouquin... La mémoire d'un roi. Voilà. La mémoire d'un roi. Et là, ça prend plein de techniques. Donc, ça parle du palais mental, mais ça parle d'autres techniques, des moyens mémotechniques aussi, pour travailler sa mémoire. Et c'est marrant parce que le personnage, à la base, il a aucune mémoire. Et à la fin, il se retrouve avec une mémoire de fou. Et du coup, tu as l'impression qu'il est plus cultivé, qu'il est plus attentif. Ça l'aide dans d'autres domaines, en fait, de travailler là-dessus. Et je trouve que le bouquin est super cool, même pour les enfants. Donc, même pour nous en tant qu'adultes, hein, pour apprendre. Voilà. Et c'est tout l'aspect un petit peu du comportement, enfin du cerveau que je trouve passionnant, c'est que ça te permet de t'améliorer là où tu pensais pas et de comprendre qu'il y a certains domaines où il faut avoir de l'humilité. Exactement. Voilà. C'est tout. C'est beau. C'est fini. C'est fini. C'est beau de Bon, conclure j'espère avec que le c'était- mot humilité. Parce que je trouve que c'est ce que ça représente, quoi. C'est beau. Ouais, j'espère que ça a été clair. Volontairement, j'ai vraiment parlé du côté comportement plus que des... je suis pas allé dans certains détails voilà, au niveau du système limbique. Je peux parler des lobes pariétal, les lobes Ne occipital. nous embrouille pas, ne nous embrouille pas sur la l'anatomie. fin. C'est beau, là. Non, parce que l'anatomie du cerveau, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est intéressant aussi, mais là c'était intéressant Ouais, de c'est une petite porte vulgariser d'entrée, à quoi. travers le bouquin. Ouais, pour moi, de toute façon, comprendre les un biais petit peu ces cognitifs deux et tout, côtés. c'est ce que je trouve ultra intéressant. Ouais, voilà. Et puis, oui, tu vois que ça joue de toute façon sur notre vie, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ils sont là aussi. Et que l'intuition, même si elle nous mène des fois en bateau, D'ailleurs, elle c'est a un truc, intérêt. que j'ai oublié de dire dans l'émission 1, mais un des trucs, tu vois, que j'ai bien aimé dans Vice Versa 2. Donc c'est vraiment une émission en deux parties, hein, parce qu'il faut tout écouter pour avoir toutes les infos. Ce que j'ai bien C'est aimé, clair. c'est qu'à la fin, Anxiété, ils l'ont pas juste dégagée. Elle est restée, Anxiété, elle s'est calmée et elle te montre à quoi elle sert, en fait, l'anxiété quand elle est à bonne dose, quoi, finalement. Elle est là quand même pour te prévenir sur certains petits trucs, sans que ça t'envahisse non plus, tu vois. Donc ça, j'avais trouvé ça aussi intéressant comme conclusion. Ouais, parce que c'est exactement ça. De toute façon, c'est qu'il y a un équilibre à trouver en fait entre. L'équilibre de la force. Mais oui, mais C'est exactement. un teasing pour la prochaine émission, je crois. Ah bah forcément, forcément. Et oui, mais c'est important cet équilibre. C'est que les émotions et les intuitions et notre survie, il faut pas la rejeter en bloc en fait. T'as l'impression pendant un temps justement. Même dans Star Wars, je dirais qu'à un moment donné, les Jedi ils rejetaient cette partie-là. Eh ben, ils se sont trompés. Est-ce que c'est parce Ils qu'ils sont les a trompés. plongés? Et oui. Je pense que- Du coup, faut vraiment que tu regardes Voilà. une série. Du coup, Ah ouais. Du coup, Et c'est pour ça que j'aime bien Carl Jung. Pour revenir sur Carl Jung, parce que ça rejoint Star Wars et parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit là. C'est que la part d'ombre, c'est les émotions. Là, c'est les émotions, c'est la survie, c'est l'instinct. est-ce que- Mais il faut pas la rejeter. Ouais, Il faut l'accepter, l'équilibrer Mhm. pour devenir un Jedi avec un sabre jaune. Allez, fin de l'émission. Non, parce que tu verras dans Star Wars, j'en dis pas plus, mais tout à l'heure, tu as parlé d'expérience sur des rats. C'était très intéressant quand moi je pensais du coup à la série Star Wars qui vient de sortir. Mais on en reparlera, je pense. On en Oh reparlera. purée. Ok. Après, faut gaffe quand on tease, Oui, ça généralement, va, après, ça va, il se on a passe des rien malédictions derrière. qui font que. Oh, c'est pas- ça va, on tease en fin d'émission, les gens sont habitués qu'il se passe rien derrière nos teasings. On fait jamais l'émission qu'on a dite. Ah, c'est ça le problème. Bon, bah voilà, comme d'habitude,
Si vous avez aimé, étoile, pouce bleu, partagez, commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce petit dossier un peu spécial. C'est ça, de quoi dire. Si vous voulez d'autres sujets sur le cerveau, ça peut être très intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'on a effleuré le sujet finalement et qu'il y a tellement d'autres sujets. En fait, il y a certains points où tu te dis en fait tu peux faire une émission entière là-dessus, notamment Oui. sur l'amour quand tu parlais ou d'autres trucs qu'on a effleurés. Donc s'il y a d'autres sujets, parce que Wivo c'est sa première émission, on va dire un peu sur un sujet passion comme ça. Bon, t'avais les arts martiaux, mais c'était il y a longtemps, on va dire. Là, c'est la première nouvelle génération, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas la première, du coup. C'est pas la première. Oui, j'essaie de me rattraper comme je peux. Donc, du coup, n'hésitez pas à lui donner d'autres idées de sujets. Génial, ils vont me sortir des reptiles. Mais non, mais d'autres sujets sur le cerveau, mais d'autres spécialisations dans le cerveau. Le cerveau reptilien, ils vont me dire. Je suis fatigué, mec. Le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien. Qui, d'ailleurs, cerveau reptilien, c'est... Ouais, il n'y a pas de cerveau reptilien. reptilien. Je vais me coucher, j'ai plus le temps. Le mec qui repart, alors, il n'y a pas que de cerveau reptilien, du coup, je vais vous faire un exposé sur... Moi, je vais me coucher. Mais non, mais t'as raison, il y aurait tellement de trucs à dire. Oui. En fait, des fois, il y a... L'amour, j'ai volontairement... On en avait déjà parlé dans notre émission. C'est pas parce qu'on en a déjà parlé que je voulais pas en parler forcément, mais je me suis dit, bon... Oui. Voilà. Il y a, si, le cerveau des ados. Il faudrait qu'on parle de Vice Versa 2. Les mecs sont trop fatigués, ils perdent la mémoire instantanément. Et de la testostérone. C'est clair. Attends, j'ai utilisé mon palais mental. Ah non, mais c'est bon. On a fait l'émission avec. Et bon, allez. Oui, il est tard. Là, c'est la première fois de notre vie qu'on fait 2 émissions d'affilée. On est sur à peu près 4h30 d'enregistrement à la suite, là. On a commencé vers 20h, il est minuit et demi. C'est quand même pas mal. Ça tire quand même, là j'avoue que ça tire. C'est quand même pas mal. Ouais, j'avoue. Surtout qu'on a quand même une journée de boulot dans les jambes tous les deux aussi. Hein. On n'était pas en week-end. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça nous fait prendre des décisions. Comment, si vous avez écouté l'émission, mettez-le en commentaire. Décision en fin de journée, qu'est-ce que ça fait? À vous les studios, on verra si vous avez bien... Horrible. Ciao. Et à la prochaine. Allez, salut.